Bonjour, alors bienvenue à ce cours d'introduction à la télédétection. Donc pour commencer, je vais vous présenter le plan de ce cours. Alors on va commencer par une présentation de la télédétection, par une définition et quels sont les intérêts de faire de la télédétection. Ensuite, nous verrons comment sont acquises les données à travers les vecteurs et les capteurs. Puis, nous verrons la nature des données, leur longueur d'onde, les réflectances, les différents objets. Et à la fin, on verra comment on peut lire et interpréter une image et comment elle se structure. Alors, tout d'abord, si on reprend le mot télédétection et qu'on le décompose, ça signifie détection à distance. Si on prend une définition officielle, elle regroupe l'ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques et biologiques d'objets obtenus par des mesures effectuées à distance, c'est-à-dire sans contact matériel avec ceux-ci. Il y a plusieurs intérêts à la télédétection. Tout d'abord, elle va nous permettre d'avoir une vue synoptique de vastes zones. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la répétitivité, c'est-à-dire que l'on va pouvoir obtenir une couverture régulière de la surface terrestre, et ce dépend des différents capteurs et des satellites qui vont tourner à une vitesse plus ou moins rapide autour de la Terre. Cette répétitivité, elle est intéressante parce qu'elle va permettre d'observer des dynamiques d'évolution au niveau spatial. Ensuite, ils peuvent enregistrer des spectres en simultané. C'est-à-dire que on va pas seulement avoir une seule longueur d'onde qui est mesurée, mais plusieurs à la fois. On verra par la suite ce qu'est une longueur d'onde. On va pouvoir obtenir des images dans le visible, ce que notre œil est capable de capter lui-même, mais également ce que notre œil n'est pas capable de capter, notamment dans les infrarouges. La télédétection, elle est numérique, on peut l'utiliser sur les ordinateurs et on peut donc ainsi générer des cartes automatiques. Il est possible de répéter des traitements et de limiter la subjectivité de l'œil humain. Le cerveau humain n'a plus à entrer en jeu. Alors, pour commencer, la télédétection, elle est née de la photographie aérienne. Donc là, on a des exemples de photographie aérienne. Quand on fait des prises de vue en photographie aérienne, donc un avion, c'est un vecteur. C'est ce qu'on va utiliser pour prendre la photographie. Pour les photographies aériennes, comment l'avion va s'y prendre? En fait, on définit un cap et l'avion va suivre ce cap à la même altitude. Il reste toujours à la même altitude et prendre des clichés. Et ces clichés, vous pouvez le voir ici, ils sont superposés pour ne louper aucune information. Si c'était beaucoup trop collé, vous voyez, on a une petite bande noire ici, on pourrait louper de l'information. Donc, on fait en sorte qu'elle se chevauche. De cette manière, on ne loupe aucune information. Et ensuite, quand il fait le chemin inverse et qu'il reprend un cap parallèle pour faire le chemin de retour, il va également superposer. Donc là, la suite, on pourrait imaginer que les images se superposent au-dessus. Donc voilà pour le capteur, pour le vecteur d'une photographie aérienne.
Mais maintenant, comme on peut le voir sur le diaporama, il y a ce qu'on appelle les satellites qui ont été envoyés au-delà de l'atmosphère. Et ces satellites, ils sont caractérisés par leur orbite autour de la Terre. Et leur orbite est elliptique. Donc pour avoir l'échelle la plus constante possible, comme on l'a vu ici, notre avion doit rester à la bonne distance, toujours à la même hauteur, eh bien, on va chercher à se rapprocher de l'orbite circulaire. C'est-à-dire que si je prends ma planète, elle n'est pas complètement circulaire, elle est elliptique. Donc, si je fais passer un satellite au niveau de l'équateur, on peut voir que je vais être circulaire. Mais par contre, si je fais passer mon satellite par les pôles, vous voyez, je ne suis plus dans quelque chose de circulaire, mais dans quelque chose d'elliptique. Le point le plus proche, on va appeler ça le périgée, et le point le plus éloigné, l'apogée. Il y a également deux types d'orbites. Donc, je vais avoir un premier type qui sont les satellites géostationnaires. Si je reprends ma planète, le principe est que mon satellite survole toujours le même point. Vous voyez, si je prends un point de référence ici, la petite tache marron, mon satellite va faire en sorte de rester toujours au-dessus de ce point. Il faut savoir que la planète tourne sur elle-même et elle tourne également autour du Soleil. Donc, il va falloir donner une vitesse à ce satellite qui respecte, en tout cas, cette trajectoire pour toujours rester au-dessus de ce même point. Ensuite, on a ce qu'on appelle les orbites héliosynchrones. En fait, les orbites héliosynchrones, qu'on peut appeler également polaires ou circumpolaires, ils vont passer toujours au-dessus du même point à la même heure. Donc cette fois-ci, le satellite va faire une rotation autour de la planète et le lendemain, à la même heure, il va repasser au-dessus du même point. Et ainsi de suite, tous les jours. Concernant maintenant les capteurs. Alors, qu'est-ce que sont les capteurs? Les capteurs, ce sont les sortes d'appareils photo que l'on utilise et que l'on met à l'intérieur d'un avion ou d'un satellite pour capturer les images. Ces capteurs, ils sont spécifiques. On ne peut pas prendre de simples appareils photo comme on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Ces capteurs, comme on a pu l'évoquer au départ, ils prennent des images multispectrales. Donc, de ce qui est visible pour nous, mais également ce qui est dans l'infrarouge, qui n'est pas visible pour nous. Alors, il y a différents capteurs. D'abord, le capteur à balayage mécanique. Alors, comment fonctionne un capteur? En fait, quand mon avion va se déplacer et prendre son image, vous voyez, j'ai un champ de prise de vue qui va se déterminer, comme ça, de part et d'autre de mon avion ou de mon satellite. Je vais ainsi avoir ce qu'on appelle, si je retrouve mon mot, voilà, donc on va avoir le balayage du terrain en ligne perpendiculaire à l'axe du vol et on va avoir notre champ de vue. Donc notre champ de vue, c'est ce que va être capable de prendre mon capteur à l'intérieur de mon vecteur. L'avion est un vecteur. Pour ce qui est du capteur mécanique, il va de
tachelle, ce qu'on appelle tachelle, c'est une sorte de carré au sol. Prendre à l'intérieur de ce champ de vue, le long d'une ligne, chaque tachelle. Il va prendre un tachelle, ensuite le tachelle suivant, tout ceci sur une même ligne. Et ce, de manière mécanique, grâce à un système de miroir. Ensuite, il y a le capteur à barrette. Lui, il est capable de prendre toute une ligne de ces tachelles d'un seul coup, puisqu'il comporte plusieurs milliers d'éléments sensibles qui permettent d'analyser en même temps une ligne de balayage. Et le dernier que l'on n'a pas encore évoqué, c'est ce qu'on appelle le système actif. Ce sont les capteurs radars. Eux, ils vont mesurer le temps de parcours de signaux qui vont être émis par le capteur vers la surface et renvoyés vers le capteur. Donc eux, les systèmes actifs, envoient des rayonnements. Et donc, on va calculer le temps de retour. Par exemple, ici, on peut observer la trace au sol du satellite SPOT, donc sur 24 heures. On va également avoir des stations de poursuite de ce satellite. Ces stations de poursuite, elles sont importantes puisque les capteurs, eux, enregistrent l'information donc par l'unité de surface et il va falloir redistribuer ces informations aux différentes stations de réception. Les stations de réception vont ensuite récupérer les informations d'énergie électromagnétique, on verra ce que c'est par la suite, et ils vont tout recoder de 0 à 255. Donc, ils vont les recoder en images qui peuvent être traitables. Alors, comment les capteurs réceptionnent les informations des objets au sol? Comment tout ceci fonctionne? Qu'est-ce que l'énergie et les rayonnements électromagnétiques? Alors, tout d'abord, les données, elles sont acquises par les capteurs. On va mesurer l'énergie dans le spectre électromagnétique. Qu'est-ce que cela signifie? On a tout d'abord une source d'énergie qui va être ici le soleil, qui va venir illuminer la surface de la Terre. Cette énergie, elle va être captée par le sol. Une certaine partie va être absorbée et une certaine partie va être renvoyée. Donc, il y a ces rayonnements solaires, mais il y a également des rayonnements terrestres. C'est ce qu'on va appeler le système passif. La Terre peut, elle aussi, envoyer de l'énergie. Et il y a ce qu'on appelle les sources artificielles, donc par exemple les lumières qui proviennent de villes et qui vont éclairer directement le capteur. Ce sont des systèmes actifs. Alors, on a commencé à l'évoquer. Donc, l'énergie solaire atteint la surface terrestre et une partie va être absorbée. Ensuite, une autre partie va être transmise par le corps et ensuite, une autre partie va être renvoyée vers l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la réflexion. C'est cette énergie-là qui va être captée par nos capteurs embarqués. Le rapport entre l'énergie incidente reçue et l'énergie absorbée, c'est ce qu'on appelle l'absorbance. Et le rapport entre l'énergie incidente reçue et l'énergie réfléchie, c'est ce qu'on appelle la réflectance. La réflectance, elle varie selon les longueurs d'onde.
Alors, qu'est-ce qu'une longueur d'onde? La longueur d'onde, elle va être caractéristique de l'objet. Alors, une longueur d'onde, elle est décrite par la distance séparant deux maxima. Par exemple, si je prends ici, je prends deux maxima, c'est ma longueur d'onde. Ensuite, la fréquence, c'est le nombre d'oscillations par unité de temps. Si j'ai la même unité de temps, vous voyez, si je prends mes oscillations, pour une même unité de temps t, qui fait cette distance-là, mon unité de temps, j'ai un nombre différent d'oscillations selon les objets. Et vous l'aurez compris, dans ce qui est le spectre du visible, plus je suis dans les violets bleus, plus pour une unité de temps, je vais avoir beaucoup d'oscillations, et plus je vais me rapprocher du rouge, et moins j'aurai d'oscillations pour cette même unité de temps. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle la polarisation. C'est le sens vertical ou horizontal par rapport à la surface du capteur. Alors, voilà. Donc, le domaine du rayonnement visible, celui qui est visible par nos capteurs à nous, nos yeux, il se situe de 0,4 à 0,7 micromètres. Si on parle en termes de nanomètres, on est à 400, 700 nanomètres. Ces longueurs d'onde, le champ de ces longueurs d'onde est vraiment très étroit par rapport à toutes les longueurs d'onde disponibles. On peut le voir sur la diapositive, il est vraiment très réduit, très étroit. Dans ce visible, on l'a vu, on a les couleurs que l'on va retrouver dans les arcs-en-ciel. Pourquoi? Parce que les arcs-en-ciel sont justement la décomposition de cette lumière blanche émise par le soleil. On va du violet au bleu, au vert, au jaune, au rouge, pour être très large. Ensuite, on va tomber dans le domaine de l'infrarouge. Et il se décompose en différents secteurs. On a tout d'abord le proche infrarouge. Et on est entre 0,77 et 1,5 micromètres. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'infrarouge moyen, de 1,5 à 3 micromètres, puis ce qui est de l'ordre de l'infrarouge thermique, de 3 à 15 micromètres. Au-delà de 15 micromètres, on va pouvoir détecter les rayonnements émis par la surface terrestre elle-même. Ce sont les rayonnements propres de la surface terrestre. Et au-delà, on va avoir ce qu'on appelle les hyperfréquences, les micro-ondes, de 1 mm à 1 mètre. Et dans le domaine de la télédétection, on va travailler donc de 0,36 micromètres à 23 cm. Donc on va des ultraviolets, mais c'est plutôt rare, vers le visible, l'infrarouge, et on va jusqu'aux hyperfréquences. Mais pour qu'une gamme de longueurs d'onde elle soit utilisable en télédétection, il faut qu'elle soit transparente. Alors qu'est-ce qu'on appelle une longueur d'onde transparente? En fait, il faut que l'atmosphère elle laisse passer les rayonnements solaires. C'est ce qu'on va appeler la fenêtre atmosphérique. Et ces bandes elles vont être en nombre limité. En effet, dans l'atmosphère, il y a plein d'éléments, notamment les gaz de l'atmosphère comme
l'oxygène, la vapeur d'eau, le méthane, le gaz carbonique, etc., etc. Tous ces éléments-là vont venir perturber, entre guillemets, le signal. Par exemple, si je prends le méthane et que je regarde, donc entre 4 et 5 micromètres, le méthane, il va absorber, diffuser fortement, très fortement, les rayonnements et cela risque de créer des biais. Donc vous voyez sur le diaporama, j'ai un pic à 4 et j'ai un pic à 8. Et ce sont des pics d'absorption. Donc ça veut dire que à ces endroits-là, sur ces longueurs d'onde-là, le méthane va, à l'intérieur de l'atmosphère, va absorber et diffuser tous ces petits rayonnements électromagnétiques que l'on veut capter. Et donc s'il les absorbe et les diffuse, je ne vais pas pouvoir les capter. Donc je ne vais, entre guillemets, rien voir. On a donc des fenêtres qui vont correspondre pour les différents gaz de l'atmosphère. On peut voir sur le graphique du diaporama, en noir, ce sont les différents biais possibles qui vont pouvoir exister si on ne réalise pas de correction atmosphérique. Par exemple, si on observe donc ici dans les longueurs d'onde plutôt du visible, sur le graphique de gauche, la courbe d'en haut, avec celle pleine et avec les pointillés, correspond à une courbe de rayonnement électromagnétique en dehors de l'atmosphère. S'il n'y avait pas d'atmosphère sur la Terre, qu'est-ce que je capterais? Je capterais donc cette courbe. Ensuite, si je remets mon atmosphère, quand je capte les rayonnements électromagnétiques, on voit que beaucoup ont été absorbés ou diffusés par l'atmosphère, par les composants en tout cas de l'atmosphère. Ce qui va considérablement réduire le nombre de rayonnements électromagnétiques que je vais pouvoir recevoir dans mon capteur. Une petite chose, attention quand on observe l'absorption. Donc, on l'a vu sur ce graphique-là, on mesure en absorption. Donc, plus ma courbe elle est élevée, plus j'ai une courbe très noire, et plus le gaz que j'observe absorbe les rayonnements électromagnétiques. Sur le graphique ici de droite, on est en absorption, mais inversé. Vous voyez, je vais de 0 à 100 vers le bas. Donc, j'ai ce qu'on appelle ici des creux d'absorption. Et je vois que, par exemple, pour O3, entre 9 et 10, eh bien, j'ai une très forte absorption à ce niveau-là. Et le reste, c'est équivalent à ma fenêtre atmosphérique. Donc, pour l'atmosphère, je vais avoir une belle fenêtre, par exemple, entre 8 et 14 micromètres. Donc, une image satellite, de quoi elle va se composer? Par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'ici, on peut voir que l'image, elle est composée de... Donc, j'ai mon image et elle est composée de tâches élémentaires qui vont correspondre sur nos images à ce qu'on appelle les pixels. Ce sont des unités qui sont non décomposables. L'image, c'est donc une matrice qui est constituée de lignes et de colonnes. Et chaque pixel a une valeur radiométrique qui, souvenez-vous, quand on renvoie vers la station, qui va être comprise entre 0 et 255. Notre image, elle est recodée pour pouvoir être analysée par la suite.
Pour donner des exemples un peu plus concrets, on peut voir donc ici, avec des pixels de 20 mètres de côté. Donc si je prends mon image à partir de mon satellite, j'observe cette image. Donc on peut voir à l'œil nu qu'il y a des cultures, des semis, de l'eau et de la forêt. Comment je vais pouvoir identifier cela? À travers la télédétection, les rayonnements électromagnétiques et donc les différentes bandes spectrales. Là, j'ai un capteur qui a pris dans 3 bandes spectrales. Il a pris dans quelque chose qui est entre le bleu-vert, les rayonnements du rouge et les rayonnements du proche infrarouge. Donc, on va pouvoir séparer nos différentes surfaces par rapport aux valeurs que l'on retrouve à l'intérieur des pixels. Par exemple, j'ai de très fortes valeurs dans le bleu-vert, en haut à droite de mon image. J'ai également de très fortes valeurs dans le rouge et elles sont plutôt moyennes dans le proche infrarouge. J'obtiens ce qu'on appelle un spectre. Si je fais la courbe de ces différents éléments de ces différents canaux, je vais obtenir une sorte de courbe. Et donc là, j'ai quelque chose de très fort et qui redescend. Et je vais pouvoir ensuite, par interprétation, savoir que un objet, par exemple Sol, est caractérisé par une forte réponse du signal électromagnétique dans le bleu-vert, dans le rouge, et qui va aller en diminuant vers le proche infrarouge. Pour ce qui est, on va prendre l'exemple des forêts. Dans le bleu-vert, j'ai quelque chose de plutôt moyen, ce qui va sembler plutôt logique puisque la forêt, elle nous apparaît au niveau de nos petits capteurs, nos yeux, verte. Ensuite, au niveau du rouge, les valeurs vont baisser dans les longueurs d'onde du rouge. Donc par exemple, j'ai très peu de signaux rouges qui vont revenir vers moi. Et j'en ai beaucoup de bleu-vert qui vont revenir vers le capteur. Du moins, à ces endroits-là, sur ces pixels-là. Et dans le proche infrarouge, donc au-delà de ce qui est visible par nous, je vais avoir de très fortes valeurs. Et ceci est caractéristique de la végétation. Donc c'est pour ça que, à nos yeux, elle nous apparaît verte, parce que la réponse bleu-vert est très importante et rouge l'est très peu. Donc ça signifie qu'il a renvoyé, réfléchi un peu de bleu et du vert, et il a absorbé tout ce qui était rouge. Les rayonnements électromagnétiques du rouge, il les a absorbés. Et les rayonnements électromagnétiques du proche infrarouge, il me les a également renvoyés. Et il en a même renvoyé beaucoup plus que ceux du bleu-vert. Donc, une image, on l'a vu, elle est composée de pixels. Et les différents capteurs n'ont pas la même taille de pixels. C'est ce qu'on va appeler la résolution spatiale d'une image. Par exemple, à haute résolution, on va avoir des images avec des pixels qui vont faire 20 mètres ou 10 mètres pour les plus petits. Ensuite, on va passer dans de la très haute résolution avec des pixels d'une taille de 2,4 mètres ou même 60 cm. C'est vraiment très petit, surtout quand on se place à l'échelle d'un satellite. Et on va voir que sur ces images, on va avoir beaucoup de précision. Donc là, on peut voir un exemple de différents capteurs embarqués sur des satellites. Donc pour les basses résolutions, on a par exemple le NOAA AVHRR, le Spot Végétation.
Pour les moyennes résolutions situées environ à 250 mètres, on va avoir tout ce qui est Envisat Meris, les MODIS. Et puis ensuite, quand on passe dans la catégorie des hautes résolutions, autour de 10, 20, 30 mètres, on a les Landsat, les Spot, Aster. Et pour finir, dans les catégories de très haute résolution, Iconos et QuickBird. Donc l'accessibilité de ces images et leur tarif également va varier beaucoup par rapport à ce facteur-là, le facteur de la résolution. Plus on a une haute résolution et plus l'image va être coûteuse. Concernant la lecture et l'interprétation d'images satellites. Alors, elle va être, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, basée sur les signatures spectrales. Est-ce que mon objet, si j'ai cet objet-là, qu'est-ce qu'il a renvoyé comme rayonnement électromagnétique et qu'est-ce qu'il a absorbé? Donc, il faut comprendre que tous les objets ne sont pas forcément purs sur un pixel. Sur mon pixel, je vais par exemple avoir des mélanges d'objets. Donc, je vais avoir différents signaux qui vont revenir vers le capteur. Les différents signaux que je vais pouvoir réceptionner dans mon capteur, ils vont être fonction des propriétés physico-chimiques et biochimiques des objets qui vont être irradiés. Et je vais pouvoir identifier mon objet, donc à distance, selon les rayonnements qui reviennent vers mon capteur. Et de cette manière, mon objet jaune, que je vois ici, va renvoyer beaucoup de longueurs d'onde caractéristiques du jaune et il a absorbé toutes les longueurs d'onde des autres couleurs. Il a absorbé toutes les autres et il me renvoie celle du jaune. Je vais ainsi pouvoir interpréter que mon objet est jaune. Alors, on peut aller plus loin que les simples couleurs visibles, notamment par nos yeux. Donc, ce qu'on va appeler le spectre du visible, comme on l'a vu, qui va de 0,4 à plus ou moins 0,7. Mais on a également tout ce qui va être de l'ordre de l'infrarouge. Et ça va beaucoup nous aider pour pouvoir identifier tout ce que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc chaque objet va avoir une signature spectrale caractéristique. On va pouvoir le voir. Hop. Par exemple, si on reprend l'image de tout à l'heure, donc notre surface de forêt, j'ai un petit peu de réponse dans le vert, j'ai très peu de réponse dans le rouge et j'ai une très forte réponse dans l'infrarouge. Et je sais que lorsque j'ai cette forme-là, je serai sur quelque chose qui est de l'ordre de la végétation. Ensuite, on peut également observer, par exemple, l'eau. L'eau, j'ai de moyennes réponses dans le bleu. Ensuite, j'ai très peu de réponses dans le vert. Dans le rouge, j'en ai quasiment pas. Et dans le proche infrarouge non plus. Et ce spectre est caractéristique de la signature spectrale de l'eau. Pour le sol, j'ai, donc on le voit ici sur le diaporama, j'ai de très fortes réponses qui vont commencer à diminuer dans le proche infrarouge. Et quand on est par exemple sur des cultures, cette réponse, elle reste très forte. Donc, je sais que ce résultat est caractéristique de sol nu ou de culture.
Donc là, c'est une diapositive qui reprend un petit peu tout ce que l'on vient d'expliquer. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ça, il faut comprendre que la signature spectrale, donc le graphique que l'on va obtenir à travers les différents canaux de l'image, donc les résultats de réflectance, le niveau de réflectance que j'ai obtenu grâce à l'aide de mon capteur, donc les longueurs d'onde, le nombre de longueurs d'onde que j'ai pu recevoir dans mon capteur, selon leur importance dans les différents canaux, dans les différentes bandes spectrales, par exemple à 0,5, à 0,7, à 0,8, etc., etc. Par exemple, pour le jaune, je suis autour de, il me semble, 0,6, quelque chose comme ça. Donc je vais regarder à 0,6, quelle est l'importance des ondes que je vais recevoir dans ces bandes spectrales. Et je vais ainsi mesurer dans toutes mes longueurs d'onde que mon capteur va détecter. Et j'obtiens ainsi mon graphique, mon résultat graphique. Et ce résultat graphique, on va l'appeler la signature spectrale. Et cette signature est un outil d'identification. Alors, pour vous donner un exemple, donc on va revenir sur le végétal. Donc, on peut voir que dans le visible, ces caractéristiques des pigments photosynthétiques, donc de la chlorophylle des feuilles qui vont absorber beaucoup, notamment dans le bleu et le rouge, et renvoyer un petit peu la couleur verte. Les creux de réflectance que l'on peut observer dans le bleu et le rouge, ce sont ce qu'on appelle les creux de la chlorophylle. C'est caractéristique de la chlorophylle. Ensuite, si on observe le proche infrarouge, là, on a une réflectance qui est très importante. Elle est en fait liée à la structure de la feuille, à sa composition cellulaire. Quand on est dans un végétal qui est sain, il y a beaucoup de réflexion des rayons dans l'infrarouge. Si mon végétal est un peu stressé, notamment à du stress hydrique, manque d'eau, etc., les feuilles vont se dessécher. On a donc une modification cellulaire et la réflectance, donc le nombre de rayonnements comme ça qui vont revenir vers mon capteur, va être moins importante. Ces rayons, ils vont être absorbés ou bien transmis. Mais elle sera toujours plus forte que les rayonnements que l'on va obtenir dans le domaine du visible. Et ensuite, si je vais regarder dans des bandes de l'infrarouge thermique, un végétal qui va être malade, perturbé, s'échauffe et donc il émet plus le jour et moins la nuit. On peut également observer l'absorption de l'eau. Je vais avoir ainsi des creux à peu près à 1500 et 2000. Plus mon végétal est concentré en eau et plus ces creux vont se creuser, vont être de plus en plus marqués. Donc ça peut nous permettre d'identifier donc du végétal, mais également le stress hydrique ou l'abondance d'eau dans un végétal. Ce sont des signatures caractéristiques. Ensuite, si on revient sur l'exemple de la réponse spectrale de l'eau, donc dans le visible, l'eau, une eau pure, elle transmet et diffuse beaucoup de rayons lumineux. Le plus souvent, il y a des particules en suspension et nos rayonnements vont dépendre également de l'épaisseur de la lame d'eau. Les rayons du visible sont peu réfléchis. Dans ce qui est du proche infrarouge, l'eau, elle absorbe complètement les rayons lumineux. Et dans l'infrarouge thermique, l'eau, c'est une surface froide. Donc l'énergie émise par un plan d'eau en infrarouge thermique, elle va être très faible par rapport aux autres surfaces terrestres. On va donc avoir
une signature spectrale qui est peu élevée dans le visible, notamment dans le bleu-vert, et qui va réduire considérablement en arrivant dans l'infrarouge. Ensuite, si on regarde les réponses spectrales du sol et des bâtis, dans les domaines du visible, ça peut être variable selon que la surface est claire, donc par exemple des sables, des sols secs qui vont beaucoup réfléchir, ou des surfaces plus sombres, comme par exemple le bitume ou les toits, par exemple les toits en ardoise, qui vont, eux, absorber beaucoup plus. On peut le voir, puisque vous voyez, quand une surface est noire, ça signifie que, alors si on reprend nos couleurs qui décomposent la lumière, une surface qui est noire, elle absorbe toutes les couleurs. C'est pour cela qu'elle est noire. Et une surface blanche, très claire en tout cas, comme par exemple du sable, elle va renvoyer tout le spectre de la lumière, notamment dans le visible. Ensuite, si je regarde le proche infrarouge, la teneur en eau dans les surfaces, elle va jouer pour beaucoup. Donc plus un sol il est humide et plus il absorbe les infrarouges. Le goudron, par exemple, lui, il réfléchit très peu. Et certains sols secs, par contre, eux, comme le sable, peuvent avoir une très bonne réflectance. Pour ce qui est de l'infrarouge thermique, cela dépend du jour et de la nuit. Donc le jour, on peut avoir des échauffements rapides et donc ça va émettre beaucoup. Et la nuit, ça va refroidir également rapidement. Et donc, on va avoir beaucoup moins de réponses et notamment beaucoup moins de réponses par rapport à de la végétation par exemple. Mais il y a également d'autres paramètres qui vont intervenir sur la réflectance, sur nos rayons qui vont revenir vers notre capteur. Par exemple, on a ce qu'on appelle la rugosité de surface. Donc si j'ai une surface qui est plutôt lisse, plutôt plane, par exemple un sol, un trottoir, une cour, les rayonnements vont revenir directement. Donc, ils viennent percuter mon sol et sont renvoyés. Mais si, à l'inverse, j'ai quelque chose qui n'est pas lisse, qui est très rugueux, comme par exemple la canopée des arbres, eh bien là, mes rayonnements électromagnétiques vont repartir dans tous les sens. Ils vont être renvoyés dans différents sens. Parce que on ne va plus se cogner et renvoyer, on va, par exemple, se cogner et renvoyer, mais dans plein de sens différents. Et c'est donc là qu'entre en jeu la rugosité de surface. Mais il y a également le poids de l'environnement. Selon les capteurs, on va pouvoir associer différents objets dans un même pixel s'ils ne sont pas purs. Selon en fait la résolution des pixels, je vais pouvoir associer plus ou moins d'objets. Donc l'environnement va vraiment jouer. Un pixel, il peut être homogène. Je vais avoir par exemple que de la végétation à l'intérieur de ce pixel. Mais il peut également être vraiment mélangé. Et comme on l'a vu, il y a l'importance de la résolution. Donc, selon la taille de mes pixels, je vais pouvoir identifier plus ou moins d'objets à la surface terrestre. Je vérifie si je n'ai pas oublié quelque chose à propos de ça.
Donc je vous ai expliqué que on peut avoir dans un pixel un objet pur, mais on peut également être dans ce qu'on appelle le continuum. Donc le continuum, ça va être un espace de transition d'un objet à l'autre. Par exemple, je passe d'une forêt à une surface d'un plan d'eau. Donc là, je suis dans un pixel de continuum. Et donc je vais avoir des mélanges comme ça et des associations de deux objets différents. Autre paramètre des signatures spectrales, donc on a pu le voir un petit peu, par exemple l'état sanitaire des végétaux, mais également l'humidité contenue dans le sol et dans les végétaux. Cette humidité, elle va faire à certains canaux, donc dans certaines longueurs d'onde, les éléments électromagnétiques, les rayonnements électromagnétiques vont être plus ou moins réfléchis. Par exemple, au niveau de l'infrarouge, j'ai certains canaux, certaines bandes spectrales qui vont réfléchir, qui vont être renvoyées de manière beaucoup moins importante si mon sol ou mon végétal est très gorgé en eau. Et à l'inverse, s'il y a peu d'eau à l'intérieur, il va renvoyer beaucoup plus fortement. Ensuite, la phénologie peut également jouer. Une forêt dénudée en hiver est verte au printemps. Ou, par exemple, au niveau des cultures. On ne va pas avoir le même résultat si on prend l'image au moment de la levée, si on le prend au moment de la montaison, de la floraison ou bien de la récolte. Vous voyez que la phénologie de la plante fera que, selon le moment auquel est prise l'image par le capteur, je ne vais pas détecter le même objet finalement sur ma surface de pixels si après récolte et pendant la floraison, je n'ai pas le même objet, puisque lorsque j'ai récolté, je vais avoir un sol à nu. Et par contre, si c'est en période de floraison, je vais avoir beaucoup de végétation qui sera bien hydratée, etc. Le type de sol va également jouer. Donc sa couleur, la matière organique qu'il va contenir, ou si je suis sur une roche-mère, mais également la rugosité de ce sol. Si je suis sur un sol qui est très bitumé, par exemple, et qui est très lisse, ou si je suis sur une roche-mère comme ça, qui va être très rugueuse. Ça va également jouer sur mes retours, ma réflectance de longueur d'onde. Par exemple, la matière organique, elle fait diminuer la réponse. Donc plus mon objet contient de matière organique, et moins j'aurai de réponse. Ensuite, le stade de développement des plantes, si j'ai une feuille qui est plutôt vieille, je vais avoir plus d'effet du creux de la chlorophylle, comme on a pu le voir précédemment dans le bleu et le rouge, donc mes creux de chlorophylle. Plus une feuille est vieille, et plus je vais avoir les effets de ces creux. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que vous avez pu comprendre certaines choses par rapport à la télédétection et que j'ai pu vous être utile. Voilà, merci.